Puisqu'on a cité l'exposition L'or du Japon, c'est à cette occasion que j'ai exploré les collections publiques françaises de lacs anciens de l'époque Edo et que je suis tombée par la chance d'une conversation avec un collègue qui peut-être est bien par là, sur les collections du musée du Petit Palais à Paris, soigneusement rangées en réserve et concernant des lacs du Japon, qu'à l'époque j'avais commencé à étudier et depuis je suis allée un peu plus loin et je vais vous montrer deux objets qui, à mon avis, viennent de la collection du cardinal de Mazarin, mort en 1661. Le musée oriental de 1869, dont on vous a déjà parlé, était au Palais de l'Industrie et il a donné lieu à la publication d'un guide du visiteur où la collection de M. Dutuit, le grand donateur avec son frère des collections d'objets d'art du musée du Petit Palais et des collections de gravures également. Donc la collection de M. Dutuit occupe dans la salle B l'armoire 18, adossée au mur de l'ouest, et où l'on note surtout, à l'époque, des porcelaines chinoises. Il y a également deux catalogues par technique, le premier notamment avec des jades et des bronzes, largement chinois aussi, et le second avec des porcelaines également largement chinoises, où sont indiquées quelques porcelaines japonaises prêtées par M. Dutuit, richissime amateur de Rouen et membre de l'Union centrale des arts appliqués à l'industrie. Mais il y a aussi publié en 1869, aux frais même d'Eugène Dutuit, cette publication dont vous voyez l'image sur l'écran, format in quarto, qui s'intitule « Souvenir de l'exposition de M. Dutuit ». Un exemplaire est conservé au cabinet des estampes et maintenant disponible sur Gallica, un autre à la bibliothèque du musée des arts décoratifs. Et donc cet ouvrage donne une reproduction que vous voyez ici en couleur de la façade d'un objet, d'un coffret en lac, en fait tout à fait important. J'ai en effet pu établir lors de cette exposition de l'or du Japon qu'il provenait de la vente posthume en 1827 de Dominique Vivant-Denon, le directeur du musée Napoléon, à la retraite en 1815, par des recherches nouvelles après l'acquisition d'un grand coffre Mazarin par le Rijksmuseum d'Amsterdam. J'ai trouvé qu'il était conservé jusqu'en 1802 dans la collection des ducs de Bouillon, descendants de Marianne Mancini, duchesse de Bouillon, qu'il avait hérité de son oncle, le cardinal de Mazarin, et donc ce ministre de Louis XIV, jeune, qui fut un extraordinaire collectionneur. Donc, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Donc ce livre met donc en valeur un seul objet en lac, mais en décrit bien davantage entre les numéros 63 et 84. 22 numéros avec quelques pièces chinoises, quelques objets en partie avec du cloisonné ou de l'ivoire, mais donc j'ai pu identifier dans des descriptions souvent très différentes de celles que nous aurions pu faire, 10 objets en lac qui sont maintenant donc légués depuis 1902 au musée du Petit Palais à Paris, pas loin d'ici. Il importe de noter que dans son introduction, Eugène Dutuit précise qu'il s'agit pour ses prêts de pièces anciennes. Il ne les a donc pas acquises à l'exposition universelle de 1867 ou sur le marché parisien à la suite de cette exposition.
Il y a également quelques porcelaines, 5 numéros de porcelaine chinoise qui correspondent à 8 pièces. Et là, pour l'instant, un duo de pièces n'a pas pu être identifié. La même exposition du musée oriental en 1869 au Palais de l'Industrie présente des pièces prêtées par le Duca di Martina, un Italien à Paris sous le Second Empire, dont la collection est également conservée dans un musée, ce qui peut être intéressant, un musée de céramique portant son nom à Naples. Peut-être y identifierait-on des objets prêtés par ce Duca di Martina en 1869. Je n'ai pas fait la recherche. En effet, la reconstitution d'une exposition comme celle dite du musée oriental en 1869 n'est pas chose aisée, car elle est uniquement composée, comme vous l'avez compris depuis ce matin, de prêts consentis par des collectionneurs et des amateurs privés. Sans doute peut-on retrouver des objets dans les ventes de ces amateurs de la fin du XIXe siècle, ou encore dans les donations au musée. Et je pense que le musée des arts décoratifs a des objets de mademoiselle Grandjean ou de monsieur Delicourt, prêteur, en 1869. Pour revenir aux objets en lac du Japon, prêtés par Eugène Dutuit, il en est 2, comme je vous l'ai dit, qui proviennent de la prestigieuse collection du cardinal de Mazarin, qui avait quelques 200 objets en lac qu'on dit de Chine, mais lorsqu'on les retrouve, ils sont généralement japonais. Et donc, parmi ces objets, il y en avait 50 de grand format, genre coffre ou cabinet, 50 numéros, et donc 150 de petit format. Et d'abord, ce coffre a 2 toits, que je vous ai déjà cités, reproduits en 1869 et qui n'étaient donc pas inédits, bien que oubliés dans les réserves, et datés du XIXe siècle dans les collections du musée du Petit Palais au début du XXe siècle. Donc ce coffre a deux toits, qui provient de la collection du dernier duc de Bouillon, mort sans héritier en 1802, et passé alors chez le marchand Julliot, qui en avait fait l'inventaire, tant à la mort du dernier duc de Bouillon qu'à la mort de son père en 1793. Dans la vente Julliot du premier Germinal en 10, le 22 mars 1802, de la totalité du stock de ce marchand qui était alors en prison, pour dette peut-être, je ne sais pas. Le catalogue est particulièrement frustrant car il décrit sous 26 numéros 437 curiosités en lac du Japon et de Chine. Néanmoins, le premier numéro, le numéro 257 de cette vente, contient 7 pièces précieuses en lac, dont 2 coffres en marmite. Voilà, ça c'est un coffre en marmite, ce qui permet d'identifier 2 coffres localisés, dont celui du Petit Palais, dont je vous montrerai d'autres photos, et celui de Chiddington Castle, qui a été acquis directement à cette vente de 1802 par l'écrivain anglais William Beckford, et qui se trouve maintenant dans un château de la banlieue de Londres, Chiddington Castle. Je propose de les repérer, ces 2 coffres, avec leurs pieds en boule, dans l'inventaire de Mazarin comme les 2 grands du lot numéro 837, qui décrit 4 cabinets en forme de tombeau. Donc nous passons de la marmite au tombeau. Ils ont les bonnes dimensions. Quant au lot suivant, le numéro 838, de plus petite dimension, il décrit fort à propos un motif que l'on retrouve à l'intérieur du grand toit du coffret du Petit Palais, une figure de Chinois qui entre dans une porte de campagne. Je vais vous la montrer. Dans les ateliers japonais, il est fréquent. Donc vous voyez là le coffre de Chiddington Castle qui est très semblable et un peu plus luxueux. Donc il est fréquent dans ces ateliers japonais de reprendre des motifs similaires. Par ailleurs, le rouge que l'on trouve
dans les tiroirs est typique des commandes que faisait la compagnie hollandaise, la VOC, autour de 1639-1643. Et ce coffre de Shillington Castle a les tiroirs rouges à l'intérieur et à l'extérieur. Et il y a même des dragons dessinés à l'intérieur, sur les côtés du tiroir central, plus luxueux que le meuble du Petit Palais. Le voici dans une photo prise le jour de la découverte, il y a quelques années. Vous voyez qu'il a des colonnes, une porte arrondie et deux toits ouvrants. Que des motifs de paysages ou d'animaux sont sur les côtés. Il y a également donc des animaux fantastiques sur les petits compartiments qui correspondent à un grand compartiment intérieur, et en bas 3 tiroirs. Et vous voyez l'intérieur des tiroirs ici est dans ce lac rouge typique de cette période que je vous ai citée tout à l'heure. Et alors, dans les inventaires des ducs de Bouillon, on trouve 3 coffres en bahut. Donc nous passons du tombeau au bahut et du bahut à la marmite. Et ce qui m'a obligée, en quelque sorte, à une très très longue hésitation avant de me rendre compte qu'il s'agissait des mêmes objets. Je vais vous montrer quelques autres détails de ce coffre du Petit Palais, avec, vous voyez, des colonnes à droite et à gauche, un arc au centre avec ce tiroir qui s'ouvre, et sur les colonnes un petit motif de damier qui est appelé dans certains des inventaires un grillage. Mais ce grillage est en fait un petit damier noir et blanc, tandis que le coffre de Shillington Castle a des décors figuratifs sur les colonnes. Non, c'est pas ça. Le revers est décoré d'une grande branche fleurie, tout à fait dans le style du grand coffre passé en vente récemment à Cheverny et maintenant au Rijksmuseum d'Amsterdam, ce qui fait penser que c'est le travail d'un même atelier. Ce très grand coffre provient aussi des ducs de Bouillon et donc de Mazarin. Voilà quelques détails de ces toits, de ce cabinet avec des animaux et des scènes paysagères, voire des motifs décoratifs. Et ici, un paysage avec un vol d'oiseaux dans la partie supérieure, dans le couvercle du compartiment supérieur de ce coffre. Et voici le compartiment inférieur de ce toit, de ce tombeau, de ce que vous voulez, qui ouvre sur un deuxième compartiment au-dessus des tiroirs d'en bas. Et je vous en montre des détails car c'est absolument extraordinaire dans sa finesse de travail. L'objet est à peu près large comme ça, si vous voulez. Et je vous en montre donc quelques détails. Sur le côté, voilà le personnage qui entre dans la porte d'une maison de campagne, peut-être, ou de temple, qui sait. Au centre, il y a une scène de bateau et de personnages au bord de l'eau. À droite, il y a des bûcherons au travail, et si l'on observe bien, celui qui travaille sur un tronc épais a une hache, tandis que l'autre, un peu au-dessus, a un autre outil différent pour couper des branches plus menues. Alors voici de nouveau ce couvercle, et à la partie supérieure, un paysan qui tire un bœuf par une corde attachée, qui retient en quelque sorte un bœuf par une corde attachée à une patte arrière. Un autre objet de la collection Dutuit provient également, à mon avis, de Mazarin. C'est le numéro 279
une écritoire typique japonaise, dont vous avez en haut à gauche le couvercle et en bas le couvercle retourné et l'intérieur avec donc la pierre à encre et le réservoir à eau très simple. Cet objet est décrit en 1661 comme une escritoire de la Chine avec son couvercle verni de couleur d'or contenant 3 pièces, c'est vrai. Le tout étant dans une boîte de bois blanc. Notons que tous ces lacs de Mazarin sont dits de Chine alors qu'ils ne sont pas chinois, bien entendu. Elle se retrouve dans une vente le 11 avril 1826 d'un certain Salé, expert, naturaliste et marchand qui s'était fourni partout en Europe, dit-il, mais surtout à Paris depuis 30 ans, c'est-à-dire depuis les grandes dispersions de la Révolution. On nous trouve sur le numéro 62 une écritoire en lac noir, un dessin de paysage, aventuriné en dedans. C'est le décor d'or qui couvre à la fois le revers du couvercle et le fond de la boîte. Elle est garnie de sa pierre et de son réservoir à eau, pièce de la plus belle conservation. Cet objet est en parfait état et pendant une certaine période, il était protégé par sa boîte de bois blanc. Cette écritoire porte des inscriptions cryptées, et là aussi je dois dire qu'à la première vision je ne les avais pas aperçues, mais qui permettent certainement au public japonais de se faire immédiatement une idée de l'iconographie représentée. À l'extérieur, dans le ton de l'arbre à gauche, ce sont les premiers mots d'un poème qui se trouve dans le chapitre 21 du 24e livre du Genji, qui s'intitule « Les papillons ». Et le sujet, donc un paysage avec des petits canards, symbole d'amour, je pense. Le sujet montre un bateau arrêté avec un grand tambour. C'est qu'en fait, dans l'histoire, la belle dame est venue voir le prince et une fête a lieu, mais cachée derrière les arbres, et on ne voit que le bateau qui l'a conduite à cette fête et le grand tambour qui donc fait résonner la musique de cette fête. Il y a un clair de lune et on évoque cette fête nocturne. À l'intérieur du couvercle, 2 vases contiennent des fleurs et les tiges de ces fleurs sont également 2 caractères qui renvoient à un deuxième poème du 24e livre du Genji où des jeunes filles ou des fillettes sont en train de danser déguisées en papillons ou comme on le voit sur certains objets sur le grand palanquin qui est à Compiègne, elles ont comme un costume avec des ailes de papillons accrochées dans le dos. Et donc le décor de la boîte est ensuite fait de papillons et de petits oiseaux. Évidemment, cette iconographie était totalement incompréhensible par les Occidentaux et les catalogues n'en parlent absolument pas. Néanmoins, maintenant, la boîte blanche est perdue. Cependant, je me suis aperçue que le musée national de Tokyo possédait une boîte toute semblable, même format, relativement carré, même décor, sauf qu'à l'intérieur, ce n'est pas ce qu'on appelait le décor aventuriné. Le fond est noir, mais se détachent les mêmes bouquets et les mêmes papillons et petits oiseaux. Il faut dire que la reproduction des motifs sur les lacs était une chose courante au Japon. Et là, il ne s'agit pas de lacs destinés à des nobles dont on aurait mis les armoiries, mais d'objets en vente. Et donc, il faut penser que les Hollandais passant du côté de Kyoto ont pu en acquérir une. Donc, cette boîte qui se trouve à Tokyo
un peu plus simple que celle-là, un peu moins luxueuse à l'intérieur, mais toute semblable à l'extérieur, vient d'un legs de... il faut que je retrouve son nom, d'un grand collectionneur de Boston, Quincy Adams Shaw, le grand collectionneur qui avait également des dizaines d'œuvres de Jean-François Millet, par exemple. Et il meurt en 1909. Sa collection de peintures reste à Boston, mais sa collection japonaise est léguée au relativement nouveau musée national de Tokyo. Aussi, pendant longtemps, les Japonais ont pensé que cette boîte venue d'Amérique au début du XXe siècle était un objet du XIXe siècle, jusqu'à ce que la conservatrice actuelle, il y a quelques années, se rende compte que cette boîte était soigneusement rangée dans un sac en tissu avec un cordon et dans une boîte blanche toute semblable à celle que possédait du temps de Mazarin cet écritoire. Et sur la boîte, il y avait un nom qu'on a lu comme Fujin, mais quelqu'un dont on ne sait pas grand-chose, sauf qu'il a aussi travaillé comme laqueur pour un daimyo du sud du Japon, de l'île de Kyushu. Et donc, le musée de Tokyo a la boîte dans son sac, dans sa boîte, à la manière japonaise et soigneusement protégée. Et ce qui est... Elle est même maintenant datée, du moins au XIXe siècle, elle a été datée de l'époque Momoyama, c'est-à-dire un peu plus tôt que ce qui nous semblerait être l'époque de Mazarin, le milieu du XVIIe siècle. Et elle aurait été copiée en 1880, au Japon même, avant de partir pour Boston, pour un troisième exemplaire qui est conservé au Fitzwilliam Museum de Cambridge et qui a été acquis en 1912 avec cette légende copiée par un anonyme en 1880. Il faudrait pouvoir comparer les trois boîtes pour voir que celles de Paris plus celles de Tokyo sont des boîtes anciennes, de même type, avec quelques variantes, tandis que la boîte qui est au Fitzwilliam de Cambridge est peut-être une copie fidèle. Je dois dire qu'on y a ajouté des pains d'encre et quelques instruments, mais est-ce légende, est-ce vrai, est-ce qu'on a copié, elles sont vraiment semblables? Je peux vous montrer... Non, pardon. Voilà celle du musée national de Tokyo. Celle d'Angleterre est vraiment exactement semblable. Mais pour reporter un décor sur une boîte en lac, on se sert de fines feuilles de papier, on décalque le motif. Et les artistes japonais sont tout à fait aptes à faire ce genre de report sur de multiples objets, comme ils l'ont fait, par exemple, pour les célèbres trousseaux de princesses du début du XVIIe siècle, qui sont conservés au Japon, à Nagoya ou à Okayama. Donc, voilà une boîte qui a perdu, une écritoire qui a perdu sa boîte blanche, mais qui, à mon avis, vient aussi de Mazarin. Excusez-moi, je vais toujours dans le mauvais sens. Et cela, c'est de nouveau l'intérieur de la boîte de Tokyo. Alors, dans les collections du Petit Palais est exposé également en 1869, il y a ces deux fruits. On y reconnaît maintenant un kaki et une poire. Et ces deux fruits proviennent également de la vente salée du 19 janvier 1827 sous le numéro 69. On prend le kaki pour une pomme, mais je laisse à votre appréciation. Boîte en forme de pomme, lac aventurine, avec branches en or, support en bronze sous forme de branchage. C'est celle de gauche. Et le numéro 70, autre boîte analogue à forme de poire. Au XVIIIe siècle, ces boîtes servaient en Europe à ranger un savon
ou une éponge de toilette. Il y a quelques dépôts à l'intérieur de ces boîtes, mais nous n'avons pas analysé encore la nature de ce dépôt. Alors, Eugène Dutuit est réputé avoir commencé très tôt sa collection, bien qu'il ne soit devenu très riche qu'en 1850, à la mort de son père. Les aurait-il acquis vers l'âge de 20 ans, soit à la vente salée, soit à la vente de vivants de nom, pour ces objets que je viens de vous montrer. Pour l'écritoire, c'est un objet que je n'ai pas pu repérer dans d'autres que dans l'inventaire de Mazarin. Pour beaucoup des objets de petit format, il est difficile de retrouver un historique aussi précis. Car cette terrible vente de 1802 à 437 objets contenait des lots de 100 petites boîtes montées, de 100 petites boîtes non montées, et il est bien difficile de savoir de quoi il s'agissait. Il se peut aussi que beaucoup de ces boîtes en lac aient été faites pour le marché chinois, et de là, à Canton, qu'elles aient trouvé une clientèle dans les compagnies européennes autres que hollandaises. Néanmoins, attendez, dans quel sens? J'ai encore de nouveau la même boîte en forme de kaki, donc exposée dans cette vitrine de 1869 dont nous n'avons pas la photo. Et maintenant, je vais vous montrer un objet dont vous avez aperçu ce matin une photographie. Le voilà, qui donc appartient à M. Dutuit et qu'il expose en 1869. Là aussi, il la croit chinoise. Elle provient, me semble-t-il, de la vente, d'une des superbes ventes de la duchesse de Montebello en 1857, où se sont pressés M. Lafolotte, membre de l'Union centrale des arts décoratifs, et qui avait acquis le grand cabinet de lac de Dijon, ou Lord Hertford, qui aurait acquis 2 cabinets en lac, que je pense de l'ambassade de Siam, et qui sont à la Wallace Collection. Et donc, Thiers également est allé acquérir un petit cabinet à cette vente à un prix très élevé, le même que le grand cabinet de Dijon. Donc, dans cette vente, ce pourrait être le numéro 632 du 9 février 1857. La duchesse de Montebello a eu une série de ventes qui ont duré plusieurs semaines, tant elle aussi, comme Mazarin, elle avait été riche. Une autre pièce du même genre, avec ses motifs ajourés et découpés, mais plus grande, se trouvait dans la vente de noms, si les dimensions sont exactes. D'autres, en Europe, à Dresde, avant 1721, ou de plus grand format, mais avec les mêmes découpes sur les côtés, à Stockholm, dans la collection du château de Drottningholm, qui a un pavillon chinois du milieu du XVIIIe siècle. Ça permet de proposer une date au début du siècle. Il est certain que cet objet est décrit comme étant chinois et japonais, comme le montre sa technique d'une part, et d'autre part son iconographie, puisque sur le plateau qui domine les 2 portes d'un petit cabinet central, on peut reconnaître l'architecture, je crois, du temple Kiyomizu de Kyoto. Il y a des scènes de la vie quotidienne sur ce meuble, qui est composé de 2 parties, une tablette sur laquelle est posé le meuble à tiroir, un compartiment central et à étagère ajourée. Je vous en montre quelques images. Vous voyez, ces découpes à droite et à gauche se retrouvent dans un meuble suédois, donc mis en place dans un pavillon chinois au milieu du XVIIIe siècle.
La partie supérieure montre une scène de promenade et de pique-nique dans la campagne, avec des personnages qui permettent de dater en rapport avec les gravures quelque chose du tout début du XVIIIe siècle. L'intérieur des portes montre des singes et des cerfs et montre que le lac, lorsqu'il n'est pas exposé à la lumière et la poussière, reste excessivement brillant. Et là, vous apercevez une scène avec un personnage qui porte des seaux près d'un puits. La table inférieure est décorée de branches de fleurs et le meuble se pose dessus. Sur le revers, vous voyez, et ma photo est un peu ratée, je suis désolée, vous voyez encore un buffle et un paysan, un motif assez semblable à celui qui se trouvait dans le grand toit du cabinet du coffret Mazarin. Alors, d'autres petits objets n'ont pas d'historique précis, mais sont aussi sûrement antérieurs à la Révolution. Leur description, ici, une boîte oblongue sur pied élevé, donc vous voyez, les pieds ne sont pas très hauts, mais néanmoins, formée par des fruits et feuilles en relief, lac noir semé d'or, et elle contient en fait, elle aussi, un petit plateau intérieur. Et on y reconnaît plutôt 2 courges que des fruits. Peut-être ce type d'objet était-il fait pour le marché chinois, d'ailleurs. Voilà encore une boîte qui a 3 compartiments superposés et qui contient à l'intérieur une de ces inscriptions qui sont sans doute les marques de marchands entre le Japon, la Chine et l'Europe. Voilà le détail de cette inscription, difficile à lire. Voici le couvercle d'une autre petite boîte soigneusement décrite et qui contient, elle aussi, une série de petites boîtes. C'est quelque chose qui pouvait se faire à la fin du XVIIIe ou du XVIIe ou au XVIIIe siècle, et il y en a des exemples dans la collection de Marie-Antoinette ou à Copenhague. Et là, voilà une meilleure photo de cette boîte qui contient des petites boîtes, un plateau, et dont l'extérieur est traité. On ne le voit plus là. Est-ce qu'on le voyait là? Non. On ne le voit pas. Est traité en faux bois, en quelque sorte. Alors, il y a des pièces très rares, car souvent, il ne reste plus qu'une partie de ces ensembles. Il y a 2 pièces très rares avec des tables supportant la boîte. Alors, la boîte contient elle-même un plateau, un couvercle, et il y a cette petite boîte, ce petit meuble qui les supporte et que les catalogues de vente appellent glorieusement des tables. Donc là aussi, une inscription de commerçant. Et voici la boîte fermée. En voici une autre que je vous montre ici fermée, dont le socle est d'un style assez voisin, si vous voulez, et qui avait été curieusement dissociée en 2 numéros d'inventaire dans les collections du Petit Palais. Car la boîte supérieure, posée sur cette petite table, ça n'a que 12 cm de côté, la boîte supérieure contient un plateau et un deuxième plateau avec une sorte de paroi verticale centrale qui sert de poignée, sur laquelle sont 2 petites boîtes. Les voilà. Et donc, en les examinant, on s'est aperçu que l'on pouvait rentrer la boîte, les 2 petites boîtes à l'intérieur de cet objet. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 objets pour une pièce et 2 numéros dans l'inventaire du musée du Petit Palais.
il se peut que cette boîte, ou une semblable peut-être, je n'ose l'affirmer, car l'une mesurait 13 cm de haut et celle-ci, une fois rangée, n'en mesure que... l'autre mesurait 12 cm et celle-ci mesure 13 cm, une boîte de même description, c'est-à-dire avec une table, une boîte carrée, à l'intérieur, un plateau supportant 2 boîtes et un plateau carré, se trouve dans une de ces grandes ventes où l'on trouve des objets d'Extrême-Orient au milieu du XIXe siècle, de janvier à mars 1850, la vente de Bruges Duménil, donc un grand amateur de toutes sortes d'objets de tous les temps et de tous les pays. Les archives disent que l'objet a été vendu à Fould, dont j'ignore si c'est Benoît Fould, mort en 1860, ou son frère le ministre, mort en 1867, mais ce n'a pas été, ce n'est peut-être pas la même, mais c'est une autre boîte de même type dont on ne sait rien, à moins que les dimensions soient inexactes. Et voilà encore une inscription de marchand, apparemment du XVIIIe siècle, sur le dessous de la tablette au moment où le pied était cassé. C'est donc dire que ce genre de petite table, souvent, a disparu, et notamment pour certaines pièces de la collection de Marie-Antoinette. Enfin, il y a ici une boîte plate contenant 4 petites boîtes. La précédente a 8 paysages qui peuvent peut-être évoquer les 8 vues mythiques du lac Domi, un thème à l'imitation de la Chine. Ici, il y a sur ces petites boîtes, à l'intérieur d'une grande boîte rectangulaire, des fleurs en haut et un paysage qui se continue sur 2 boîtes en dessous et des phénix sur le couvercle. Vous voyez ici que le lac a des éléments de couleur particulièrement raffinés que l'on n'a pas trouvé sur les lacs peut-être plus anciennes que je vous ai montrés précédemment. Excusez-moi. Alors, voici les objets en lac que Dutuit exposait, sans doute un peu serré, dans cette vitrine 18 de l'exposition du Musée oriental au Palais de l'Industrie en 1869. Mais il y a également quelques porcelaines du Japon, peut-être celle-ci, qui aurait un décor, ils disent, de chrysanthème, que je ne vois pas beaucoup, qui est une sorte de vase à pot de fleurs. Celle-ci, qui est clairement le numéro 48, avec donc une coupe à couvercle et une soucoupe. Et cette pièce qui est clairement décrite, il n'y a aucune ambiguïté, comme pour la pièce précédente, qui est une fontaine posée sur une tortue. Mais la forme de cet objet japonais, on savait faire au Japon des tortues, comme je vous en montre une fin 17e, début 18e, conservée en Angleterre, mais ce n'est pas tout à fait le même modèle, et le vase n'a pas les proportions habituelles. Il s'agit plutôt d'une pièce fin 18e ou 19e, mais j'aimerais avoir l'avis des spécialistes. Donc vous voyez, ces objets sont parfaitement identifiés, ils sont conservés à Paris. Si on cherche à montrer ce qu'était une des vitrines du musée oriental de Paris, voici quelques exemples, et peut-être arriverons-nous à identifier les quelques objets qui manquent, notamment ceux qui sont en plusieurs matières et que je n'ai pas encore cherché. Donc on voit que dans l'exposition de Dutuit, il y avait un goût net pour l'art ancien, l'art d'Ancien Régime, et qui correspond à son intérêt également
pour l'art de la gravure occidentale. Il faut rappeler qu'il fut un grand spécialiste de la gravure de Rembrandt et qu'ailleurs, dans le Palais de l'Industrie, il avait prêté des gravures de sa collection qui sont là également reproduites dans ce livre très précieux de souvenirs, car les lacs, si les porcelaines de Chine et quelques-unes du Japon étaient assez nombreuses, les lacs ne sont décrites ni dans le premier volume, ni dans le second volume des objets exposés. Et peut-être que ces exemples de l'ancien temps étaient en quelque sorte hors norme dans cette exposition de l'Union centrale des arts appliqués à l'industrie de 1869. Merci.